Voilà, c'est parti. Alors, précédemment, previously, en classe de 3e C, donc nous avons travaillé sur les utopies. Hier, nous avons eu un petit débat en classe entre Lucie, Marion et Camille qui nous exposait cette idée de limite de l'utopie imaginée par Thomas More. Donc on a vu que l'utopie de Thomas More qui laissait la porte ouverte de toutes les maisons était un petit peu, disons, problématique lorsqu'on avait envie d'avoir une certaine intimité. Je vous laisse la définition du mot intimité. On a vu aussi que l'utopie de Thomas More avait la limite des choses matérielles. Nous, dans notre monde à nous, on est attachés, sentimentalement parlant, à des choses matérielles parce que ça nous rappelle des souvenirs. Et donc, les quitter comme ça tous les 10 ans, c'était un peu... ça nous gênait. Nous, on ne le concevait pas. Tandis que Thomas More, lui, il estime qu'on doit laisser les choses régulièrement, donc tous les 10 ans, les laisser à d'autres. Et ça nous faciliterait le détachement des choses matérielles. Voilà, en gros, on a bien expliqué que l'utopie, c'était bien beau, mais souvent irréalisable. D'accord ? Maintenant, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir quels sont les mondes, les pays, les régimes qui sont les plus parfaits pour vous. Sans parler d'utopie imaginaire. Hein. Je voudrais vraiment que vous preniez des choses qui existent et que vous me disiez ce qui vous semble le plus proche de la perfection. Enzo. Moi, je pense Dubaï. Dubaï, pourquoi ? En vrai, c'est une belle île. Parce que c'est une belle île. Toi, ce qui t'intéresse, c'est parce que c'est beau. Bah, la Bretagne, c'est beau. Bah ouais. Il y a des vaches. Ouais, Mathéo. Les vacances d'été en Bretagne, c'est une dinguerie. Ouais, les vacances d'été en Bretagne, pour toi, ce serait le monde parfait. Ah ouais, c'est épique. Et comment je fais pour arrêter la météo et que il n'y a plus d'hiver ? Je sais pas, mais... Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. On revient à Dubaï. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent ce pays-là comme étant quelque chose d'approchant la perfection ? Est-ce que c'est juste parce que c'est beau que ça t'intéresse, Enzo ? ouais. Ouais ? Elias ? Pourquoi ? Oui ? À Dubaï, tu trouves qu'il y a trop de béton ? Ouais. Alors c'est vrai, il y a des pays qui sont aussi beaux que Dubaï et qui ont préservé une certaine nature. Par exemple, les pays du Maghreb, le Maroc. C'est aussi beau parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des palmiers, parce qu'il y a aussi la mer. Mais il y a aussi le côté naturel qui est préservé. Ce qui n'est pas tellement le cas de Dubaï où effectivement on a des énormes gratte-ciel là qui sont très très modernes. Oui, Camille. Le Canada, Pourquoi ? parce que c'est grand, c'est propre. Et parce que justement, il y a ce côté nature quand on s'éloigne dans les terres. Et aussi le côté urbain quand on va dans les grandes villes telles que Ottawa ou Montréal. Oui. Du coup, c'est le contraste entre les deux qui est beau. Oui, donc ça veut dire que c'est un pays qui a réussi à mélanger la nature avec une certaine... l'urbain, quoi, le monde urbain, et qu'il a fait de manière réfléchie et raisonnée, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Français, en fait, qui vont aussi au Canada, parce que les conditions de vie et les conditions de travail sont plutôt intéressantes. Et ça aussi, il y a aussi parce que le paysage est beau, mais également parce que les salaires sont intéressants et qu'il y a du travail. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous font rêver ? Ça marche pas ? Si, ça tourne, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous font rêver ? Enzo ? New York. New York ? Ouais, Les États-Unis ou New York, même les villes, hein, ça peut être quelque chose de précis. Ils ont fait une ville comme
ça, mais ils ont gardé un peu un parc Oui, des actions. c'est Manhattan, non? C'est pas ça? Central Park? Ouais. Ok. Oui, New York, peut-être aussi un mot de paix ou oui, où on peut se sentir bien, proche de la perfection. Alors voilà, proche de la perfection, États-Unis, j'ai un peu de mal. En fait, Oui? les États-Unis, c'est bien, mais à la fois, tu vois, la vie, c'est toujours un peu. Il y a les gangs. Oui. Les armes sont autorisées. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Mathéo. C'est vrai que parfois on peut rêver des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. C'est vrai. Parce que l'argent est facile, parce qu'on peut monter sa boîte, parce qu'on peut devenir célèbre, parce qu'on peut faire des vidéos, parce qu'on s'est fait des nouvelles fesses et des nouveaux seins, voilà, tout ça. Je pense à personne en particulier. Mais en même temps, il y a aussi les trafics, les gangs, et ça fait un peu moins rêver. Même en fait, les Oui. États-Unis, c'est bien quand on est riche, mais c'est moins bien quand on est pauvre. Ah bah clairement, oui. Parce que si on tombe malade, il n'y a pas de carte vitale là-bas. Ouais. Alors Obama a essayé de mettre en place une sorte de carte vitale à la française, mais à l'échelle des États-Unis, ça prend un peu plus de temps. Et oui, être pauvre aux États-Unis, c'est pas le plus facile, exactement. Voilà. Moi, je sais pas quelles sont vos idées de perfection, mais bon, ça peut être différentes choses. Et c'est vrai que là, récemment, je reparle des personnes un peu connues grâce à Internet et YouTube et compagnie, mais ceux qui se font connaître rapidement parce qu'ils ont participé à une émission et voilà qu'ils ont beaucoup d'argent d'un coup, qu'ils récupèrent beaucoup d'argent d'un coup, ils s'installent à Dubaï. Et pour eux, ça devient un peu une question de société. Si vous vivez à Dubaï, c'est que vous êtes devenu quelqu'un. D'accord? Et bon, est-ce qu'on est tous d'accord pour faire de Dubaï notre vie rêvée? Je ne sais pas, c'est à vous d'y réfléchir. Mais il y en a beaucoup, et beaucoup de Français qui s'installent là-bas parce que c'est un pays qui, fiscalement parlant, est très intéressant. Vous ne payez pas d'impôts comme on en paye en France, par exemple. Donc l'argent est assez facile. Ok, on clôt ce petit débat interne sur vos pays rêvés. Je vous demande de noter la séance d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on l'ait déjà fait. Séance 5, s'il vous plaît, à la suite du cahier. Du rêve à la réalité. L'ailleurs utopique dont on rêve est-il si merveilleux? Nous, on rêve des États-Unis et on rêve de Dubaï, voire du Canada. Et il y en a d'autres qui rêvent de la France. Tu crois? Si, les Canadiens d'ailleurs, j'aime beaucoup la France. Les Asiatiques, les Canadiens, un peu les Américains. Qui rêve de la France et de l'Europe? Ah, les personnes un peu défavorisées dans les... Oui. Ce qu'on appelle communément les migrants. Bah oui. Donc on a tous un rêve qui n'est pas forcément le rêve de l'autre. Le rêve des migrants, c'est d'atteindre l'Europe. Le rêve des Français européens, c'est d'atteindre l'Amérique. Et le rêve des Américains, c'est d'atteindre peut-être Dubaï, ou voir la Lune. Hein. L'espace, voilà. Hein. On vise toujours plus haut. Ce qui ne nous convient plus dans le monde dans lequel on vit, on le délaisse au profit de quelque chose de mieux, mais juste au-dessus de nous. Les migrants juste au-dessus d'eux, c'est l'Europe. L'Europe juste au-dessus d'eux, c'est les États-Unis. Les États-Unis juste au-dessus d'eux, eh ben, c'est la Lune. Vous notez ça. Alors là, la séance, je vais vous montrer plein de documents. Il va falloir avoir de l'analyse, faire preuve de réflexion. Un peu, pas forcément aujourd'hui, mais beaucoup vous allez devoir observer, noter
réfléchir Je vous mettrai donc sur votre Toutatis les liens pour regarder ces différents documents parce que ça peut être intéressant de les revoir à tête reposée. Et je vous donnerai aussi les textes des chansons que nous allons écouter pour que vous puissiez vous puissiez les lire à tête reposée. Donc, on va regarder plusieurs documents. En tête, Lucie, en tête, il faut que vous ayez la question de quoi rêvent les gens. Quel est cet ailleurs dont rêvent les gens. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Allez, on commence par Alain Souchon. Vous connaissez? Ouais. Alors, c'est souvent la génération de papa-maman. Hein. Non, ma génération. Souvent, c'est les parents qui écoutent ce genre de choses. Mais il peut y avoir de l'intérêt pour nous. Écoute Vanessa Paradis. Lui-même, il écoute ça sur sa radio. Il aime bien, là. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces pieds là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suivre la parole et changer, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu du foot, et là le temps est mobile. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
avec le texte que je vous ai donné là, vous pouviez suivre un peu les paroles. Je voudrais vos avis, juste comme ça sur ce passage de chanson avec le texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Que dit-il, ce chanteur? Est-ce que ça vous parle? Oui, Enzo? Je suis pas sûr, hein, mais il parle de la solution, parce qu'il y a plein de la planète à se Oui, alors c'est vrai qu'il parle un petit peu de nature, de la dégradation de la planète. Oui. Et quoi aussi d'autre, Léandre? Non, mais j'ai déjà ça. Le personnage principal du clip, par exemple, qui vous aide un peu à comprendre les paroles, c'est qui? Bah, c'est quelqu'un de couleur, non? Oui, c'est un noir, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans les rues où il Oui. y a des chauffeurs. Oui, C'est le pauvre. oui. Belleville, c'est pas un quartier qui est très, très riche, hein. Mais ils racontent leur vie un peu, non? Oui, c'est ça, exactement. Il raconte la vie de ces populations immigrées qui viennent d'un ailleurs et qui viennent en France pour se construire une nouvelle vie, une meilleure vie. Sauf que malheureusement, ils atterrissent dans des quartiers qui ne sont pas les plus aisés. Oui, Adriane? Il rêve aussi que son pays se lève. Oui, exactement. Il rêve d'un soulèvement. Pourquoi? Que le pays est pauvre. Oui, le pays est pauvre et du coup il a besoin d'un soulèvement. C'est-à-dire que pour qu'il y ait moins de gens pauvres à quitter leur pays, il faut qu'il y ait une sorte de rébellion, il faut qu'il y ait un soulèvement de manière à ce que les habitants, les gens puissent vivre décemment et qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils ne rêvent pas d'un ailleurs qui n'est pas forcément beaucoup plus joli. Parce que le migrant qui arrive en France et qui se retrouve sous les ponts, son avenir n'est pas beaucoup plus intéressant que s'il reste dans le pays dans lequel il était. Mais ça, ils ne le savent pas. Les migrants qui choisissent d'aller en France, ils rêvent de quelque chose de plus riche et de plus beau, sauf que parfois la réalité n'est pas au rendez-vous. Il devrait finir par le savoir quand même, parce que depuis le temps qu'il y en a qui arrivent, au final, ça doit C'est vrai aussi, mais s'il reste au pays, il y a aussi le risque de se faire tuer. Bah, ici aussi. Un peu moins que dans les pays en guerre. Oui, Ou, mais quand ils habitent, je sais pas, dans des quartiers oui, comme ça. oui. Ils doivent se faire tuer aussi. Oui, c'est vrai. Mais ils déchantent. Hein. Il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai travaillé avec les 4e, justement, sur les migrants. Il y en a beaucoup qui déchantent quand ils arrivent en France et qui, des mois passent dans des camps. Ils se disent, non, mais c'est pas du tout ça, notre souhait, quoi. Oui. C'est quoi, Soudan? Soudan? C'est quoi le Soudan? Bah, c'est un pays en Afrique, quand même. Eh oui. Voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Ok, on continue avec Stanislas. Un nom de ouf. Tu verras en France un autre clip qui est plus de votre génération quand même. Ils leur ont dit, ils y ont cru, que c'est à Paris qu'ils sont bienvenus, pris du voyage, prêteurs sur gage, pris du voyage, prêteurs sur gage. 6 salariés, 4 avant, manque d'air.
bagage, leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France, c'est leur îlot au trésor, leur envie d'espérance sur le transistor. Ils reçoivent la France, ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France. Leur allée simple, elles sont retour, tranquille le jour. Parquet la nuit, ils travaillent pour rester en vie. Ils travaillent pour rester en vie. Quand ils sont pris, ils sont que dalle. Tous les pays se renvoient la balle, même leur patrie s'est fait la malle. Même leur patrie s'est fait la malle. C'est leur îlot au trésor, leur envie d'espérance sur leur transistor. Ils reçoivent la France, ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France, c'est leur îlot au trésor, leur envie d'espérance sur leur transistor. Ils reçoivent la France, ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message. Tu verras en France, tu verras. Alors, pareil, petite analyse, après écoute. Je rappelle que tous les documents doivent être collés, hein. Je ne les donne pas juste pour vous faire des avions en papier. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là, les chanteurs? Tu verras en France. Oui. Ça veut dire quoi ce message? Oui, Léon. Les gens leur disent de venir en France, ou les gens qui vont venir. Oui. Finalement. Et bah au final, c'est pas toujours ça, oui. Enzo. C'est pas des musulmans. Pourquoi? Bah, ils disent qu'il n'y a que Dieu qui prie pour eux. Et alors? Bah, normalement, c'est lui qui prie pour Dieu. Enfin, Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est un contraire. Mais pourquoi c'est pas des musulmans? Ça peut être des musulmans aussi. Ils ont aussi un dieu. Ouais, il n'y a pas le nom, donc à la limite, on ne sait pas exactement de quelle religion ils peuvent être. Mais en tout cas, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont fait un voyage et qui ont dû payer ce voyage pour arriver à Paris, en France. Et ils disent, quand ils traversent les frontières, ça les fait vieillir, ce qui veut dire que ça les marque. Le voyage les marque. Et c'est assez intéressant aussi cette idée-là. À la frontière, ils prennent 10 ans. On parle aussi de trésors qu'on trouverait en France, d'accord? Donc le trésor peut être aussi une vie calme et sereine. C'est pas seulement le trésor avec des pièces, comme lorsqu'on imagine les îles au trésor. Le trésor de la France, c'est sa sérénité, d'accord? Vous gardez tout ça en tête parce qu'après il y a un dossier. Je vais vous donner un dossier avec des questionnaires sur tous les documents qu'on voit, d'accord? Ensuite, je vous propose d'écouter Lily de Pierre Perret. Alors Pierre Perret, vous connaissez, je pense. Bien sûr. Notamment pour des chansons pour les petits. Pierre Perret, est-ce que vous connaissez Pierre Perret, une chanson très connue pour les petits? Non? Je n'ai pas là, il faut que je le trouve sur YouTube. Il chante aussi, vous saurez tout sur le zizi, mais dans un autre thème. Hein. Ah oui, je fais ça tous les soirs. Je mets ça à la salle des C'est vrai, c'est le dit. C'est ça la salle Laurent. Ah bah oui. Ça va très bien.
Rien, tu viens de faire la vie. C'est vrai. C'est comme ça. C'est dur là-bas. Ça n'a rien à voir. C'est Marie, t'es comme ça dans le clip. Piero. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. ah. Alors celle-ci. Ah bah celle-ci elle est connue. Et puis qu'est-ce qu'elle dit surtout? Comment elle se termine? Qu'est-ce qu'elle fait cette jeune Lily? Elle vient d'où et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de Somalie. Elle est plutôt jolie. Et à la fin, voilà, exactement, elle vient à Paris pour nettoyer les poubelles. C'est quand même la chute finale qui est assez intéressante dans ce texte-là. Le rêve d'ailleurs se transforme presque en cauchemar pour cette jolie petite Lily. C'est un cauchemar, évidemment. Alors, pareil dans votre culture générale, et c'est un film duquel vous pouvez parler aussi, peut-être dans les dissertations en français, c'est un film qui s'appelle Welcome. Et je vous invite à le voir chez vous parce qu'il est très touchant. Et je vous montre la bande-annonce de Welcome. Oui? Là, vous devrez écouter Kobalade. C'est touchant. Ah, j'ai l'impression que j'ai du mal à y croire. Si. Ah oui? Il a raison? Ah, bah si tu dis qu'il a raison. As-tu la lettre?
monsieur le juge, je passe récupérer mon bouquin. Allez, laisse tout le food and so. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer? Excusez-moi madame, mais je fais mon travail. Très bien sûr, tu dis rien. Tu baisses la tête et tu rentres chez toi, c'est ça? Salut, on go. Engel. Engel, أنا محامي مش فهمت كيف؟ مش خاصين قصة vendu un dessus. Yes. Cool. Where are you from? Iraq, sir. Kurdistan. You know that only good swimmers can cross the channel? And the water is too cold, and the current is too strong. Why do you want so much to go there? Oh. She looks pretty. Tu sais que tu peux avoir des problèmes en faisant ça. C'est pas une que j'ai, moi. C'est toi. J'en peux plus, Marie. Manger sans toi, dormir sans toi, j'y arrive plus. Arrête. Je fais des conneries. What do you want to do? Football. You want to play football in England? Yes. Manchester United. Il héberge des Kurdes. Quoi? T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds là. Les flics surveillent tout le monde. Ils vont tout pour nous coincer pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues. Et vous ramenez encore cet état dans l'immeuble? Pas dans l'immeuble, chez moi. Oui, ben c'est interdit. Vous êtes seul? C'est pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Vous allez être mis en examen, monsieur Calma, pour aide à personne en situation irrégulière. Cherche partout, sinon ils vont te mettre en prévention. Je suis là, c'est ça. Vous êtes sûr qu'il est parti? Oui, sûr. Il a fait 4000 km à pied pour aller à Corée. Et maintenant il veut traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper. Madame Médé, Kobalade, vous allez voir. Une autre fois peut-être. Alors, qu'est-ce que vous avez compris là? Bah, il doit aller en Angleterre en immigré pour rejoindre sa copine. Ouais, c'est un jeune garçon qui vient d'Irak, qui a traversé 4000 km à pied pour arriver jusqu'en France et qui là veut aller au-delà. Il veut aller en Angleterre pour jouer au foot à Manchester. Mais pour aller sur une île, il faut traverser la mer. Mais le jeune garçon ne sait pas nager. Donc le français là qu'on voit, joué par Vincent Lindon, va lui apprendre à nager pour pouvoir traverser la Manche et éventuellement poursuivre son rêve. Sachant que en France, il y a des associations qui aident les migrants, qui leur donnent à manger, qui leur donnent éventuellement des affaires, mais personnellement, il est interdit en fait d'héberger des migrants et de les aider. C'est puni par la loi. Parce que ce sont des gens qui sont en situation irrégulière et que du coup, on se met aussi dans une situation irrégulière si on les aide. Il y a des procès de jeunes gens qui ont fait traverser des migrants, notamment entre l'Italie et la France, et qui ont eu des peines assez violentes. Hein. Oui. Les SDF, c'est pareil, on a le droit de les héberger. SDF, souvent ce sont des Français. Là, on parle vraiment des migrants sans papier, qui n'ont pas une situation régulière. Et c'est bizarre. On voudrait aider quelqu'un qui est dans le besoin, mais on n'a pas le droit. Et ça, c'est comme ça. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, allez voir ce film, il est vraiment génial. Alors, un peu plus dur. Alors là, il faut vraiment être à l'écoute. Non. Est-ce que vous connaissez Nicole Fioroni? C'est une chroniqueuse de France Inter, humoriste. Alors, pareil, hein, elle est géniale, cette dame-là. Elle était enseignante avant. Je crois qu'elle était prof d'SVT. On me dit que vous êtes contente. Oui, écoutez, je suis très contente de recevoir M. Cazeneuve, car c'est quand même le ministre de l'Intérieur. Et voilà, quand on a un ministre à France Inter, il y a une chose qui est sympa, c'est qu'il y a plus de viennoiseries dans la salle d'attente. Après, c'est vrai que comme vous n'êtes pas notre ministre de tutelle, on n'a pas le droit au maximum. Mais c'est pour ça qu'on m'a pas proposé les viennoiseries. Voilà, d'ailleurs. bon, mais je vous les donnerai après. Mais j'ai un ami policier à Marseille qui me disait que par contre, quand vous allez visiter l'hôtel de police, alors là, c'est Byzance. C'est-à-dire qu'ils sortent des pots de fleurs dans la cour, ils font descendre tout le monde pour avoir des beaux effectifs à vous présenter. Et Philippe me disait, enfin en fait il s'appelle pas Philippe, mais comme il veut pas retourner à la circulation, j'évite de donner son prénom. Il me disait, mais est-ce que tu penses qu'il le sait, que pendant ce temps, nous, quand on va faire des photos sur les scènes de crime, on est obligé d'utiliser nos téléphones portables, parce que dans notre
service, on n'a même pas de quoi se payer un appareil photo. Et moi je le rassurais, je lui dis, tu sais Philippe, ne sois pas triste, parce que quand bien même on lui montrerait la réalité des choses, il n'aurait pas le temps de s'en occuper puisqu'il doit écrire des discours. C'est vrai qu'un ministre de l'Intérieur, ça écrit beaucoup de discours. Je voyais la fusillade au camp de Rome, un discours, l'attaque terroriste du Thalys, un discours, la crise migratoire, un discours. Vous passez beaucoup de temps à écrire des discours. Et moi qui écris des chroniques, je sais combien trouver la bonne formule, les mots qui marquent les esprits, ça prend la tête. Ce que vous faites d'ailleurs très bien, marquer les esprits. Enfin, en tout cas, le mien. Moi, j'ai été très marquée dans mon esprit par certaines de vos interventions. Pour vous dire, voilà, la dernière fois, donc j'étais en vacances en Italie avec ma soeur, et au retour, on est passé par la petite route côtière. Et arrivé à Vintigny, alors qu'on passait dans le tunnel, il y avait un homme noir en train de marcher dans la pénombre à côté des voitures. Et là, j'ai vu cette phrase affreuse, j'ai fait « Oh, un migrant !» Et je vous assure, ça m'a auto-choqué. Je dis « Mais pourquoi je dis un migrant ?» Je dis « Oh, un migrant » comme j'aurais pu dire « Oh, un panda ». Même si, je vous l'accorde, il y a beaucoup moins de pandas que ce qu'il y a de migrants à la frontière italienne. Mais je me disais « Mais pourquoi je dis un migrant alors que c'est un homme perdu, un SDF, un exilé, un réfugié ?» Surtout que je regardais bien, ça ne pouvait pas être un migrant, puisque par définition, un migrant, ça migre, c'est-à-dire que ça se déplace d'un pays à un autre. Or, si ma soeur et moi, on a pu passer la frontière, et bien les migrants, eux, n'ont pas eu le droit. Eux, on les empêche, on leur interdit l'accès, donc on va peut-être plutôt les appeler les empêchés, les interdits, ou même, je me disais, les calés, c'est-à-dire des gens dont on fait caler le moteur dans leur course de survie. Et c'est peut-être pour ça que cette ville du Nord, elle s'appelle Calais, dans le sens, t'as fui la guerre, t'as perdu père et mère, t'as traversé les frontières, et puis arrivé à Calais, t'as Calais. Et moi je regardais comment, voilà, une fois arrivé sur le sol français, on considérait ces gens, et je pensais à ma grand-mère alsacienne, et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à faire avec ces gens ce que l'Alsace et la Lorraine font très bien depuis des siècles, avec, vous savez, ces populations nigérianes, tchadiennes, qu'elles accueillent depuis des années avec le plus grand respect. Alors ok, bon, les migrants africains accueillis par l'Alsace sont des cigognes, ce sont des grands oiseaux au bec rouge qui nichent sur des cheminées. Mais pourquoi on ne peut pas faire avec des humains ce qu'on fait avec ces oiseaux? Alors on va me dire, mais ça n'a rien à voir, Nicole, les cigognes se débrouillent tout seuls, elles se nourrissent tout seuls, alors qu'accueillir des gens, ça a un coût, la migration, ça a un coût, et la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Alors c'est vrai, peut-être qu'elle n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, mais est-ce qu'elle a plus vocation à accueillir l'évasion fiscale, les abus de pouvoir, les passe-droits? Finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher à la France? Un migrant soudanais ou un Jérôme Cahuzac? Un réfugié syrien ou un sénateur qui touche 11 000 € d'indemnité, dont la moitié n'est pas soumise à l'impôt? Alors je me disais que peut-être que de la cigogne africaine ou du pingouin en col blanc, le vautour n'est peut-être pas celui qu'on croit. Nicole Ferroni. Voilà. Alors, elle a, je vous l'accorde, un débit de parole qui est très important, mais dans tout ce qu'elle dit, il y a des choses quand même qui demandent réflexion. Lorsqu'elle elle demande aux gens de se poser la question sur les ministres français qui font du détournement d'argent public, est-ce que eux, on les laisse vivre en France tranquillement et combien d'argent ils nous prennent à nous, citoyens français, alors que de l'autre côté, on n'est pas capable d'accueillir un certain nombre de migrants et de leur donner une possibilité de vie, voire qu'ils deviennent, je sais pas moi, médecins, enseignants ou quoi que ce soit. Donc elle pose quand même des questions qui nous font rire ou sourire, mais derrière cet humour, eh ben, il y a une vraie question de choix politique qui se pose. D'accord ? Donc voilà, c'était un petit clin d'œil humoristique. Et juste une dernière vidéo, et après ce sera bon pour aujourd'hui. Madame, c'est quoi ta gueule? Eh ben, c'est un nom d'émission. Un nom de série. Il n'y a que celui qui est déjà au chaud qui ferme la porte pour y rester. Bonjour. Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, déplacés, apatrides, pour éviter les raccourcis, clarifions d'entrée les panneaux. D'après l'ONU, un migrant est un citoyen qui s'est installé dans un autre pays que le sien depuis au moins 1 an, par choix ou par obligation. En 2015, 240 millions de personnes dans le monde ont migré pour des raisons économiques, politiques ou de survie. Impressionnant, ce n'est que 3% de la population mondiale, et cela n'a rien de nouveau. À la veille de la Première Guerre mondiale, les migrants représentaient 5% de la population du globe. Tout au long du 19e siècle, 50
50 millions d'Européens ont fui la famine et la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques. États-Unis, Canada, Argentine ou encore Brésil. À l'époque, près de 12% de la population européenne a émigré. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur celles et ceux qui fuient les guerres et les persécutions en tout genre. Avec 14 conflits en cours sur la planète ces 5 dernières années, leur nombre a explosé. Au total, fin 2014, ils étaient presque 53 millions à vivre loin de chez eux. Près de 3 fois plus qu'en 2004, 10 ans plus tôt. C'est considérable. Et pourtant, cela ne représente que 0,7% de la population mondiale. On est loin de l'invasion. En 2014, à peine 26% de ces populations déplacées dans le monde sont des réfugiés. Concrètement, des citoyens accueillis par un État tiers après avoir fait une demande d'asile. La grande majorité, près de 60% d'entre eux, 32,2 millions de personnes, sont en fait des déplacés intérieurs. Pour survivre, ils cherchent d'abord refuge dans leur propre pays. En Syrie, par exemple, ils sont 7,6 millions, plus d'un tiers de la population du pays, et plus de 6 millions en Colombie. Des mouvements de foule à l'échelle d'un pays. Quand ils passent la frontière, ils restent surtout dans les pays limitrophes. En 2010, moins d'un réfugié sur 5 vivait en dehors de sa région d'origine. Et pourtant, loin de là, la peur s'immisce. En 2014, 219 000 exilés, 0,4% de tous les déplacés mondiaux, ont traversé les frontières de l'Europe. Parfois, après un périple de 2 ans, entre janvier et août 2015, ce chiffre grimpe à 350 000. Du coup, l'Europe se crispe entre la Hongrie et la Serbie, entre la Slovénie et la Croatie. Les barbelés fleurissent. L'Autriche et la Slovaquie renforcent leur contrôle aux frontières. Partout, des murs s'érigent, jusque dans nos têtes. En octobre 2013, en Méditerranée, la marine italienne lance l'opération Mare Nostrum, financée à hauteur de 9 millions d'euros par mois. Son but était de sauver les exilés sur les bateaux en détresse. Elle prend fin en octobre 2014. Depuis novembre 2014, l'agence Frontex, en charge des frontières européennes, a lancé l'opération Triton. Avec 3 millions d'euros par mois, son seul objectif est la surveillance, pour maintenir ces futurs réfugiés loin de nos côtes. Et pendant que nos frontières se ferment, des tiroirs-caisses s'ouvrent. Pour les exilés, fuir, c'est rester vivant. Alors peu importe le prix, les passeurs s'en donnent à cœur joie. Pour traverser la Méditerranée, comptez entre 700 et 2000 euros. Les gilets de sauvetage et le téléphone satellitaire, c'est en option. 170 euros le gilet et 250 euros le coup de fil. À Calais, il y a même des places VIP pour passer en Angleterre. 20 000 euros pour être en cabine avec le conducteur du camion et avoir une seconde chance en cas d'échec. Depuis l'an 2000, ces populations déplacées auraient dépensé 15,7 milliards d'euros pour atteindre l'Europe. La survie n'a pas de prix, ou presque. Parmi eux, 22 000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. En 2014, plus de 75% des migrants décédés dans le monde ont disparu dans ces eaux troubles, aux frontières de notre Europe. Fermer la porte ne résout pas le problème. Ça ne fait que laisser du sang sur la poignée. Alors, l'émission Datagal vous propose en quelques minutes de retracer un sujet et d'expliquer en chiffres ce sujet. Là, sur la migration, ce qu'ils veulent souligner, effectivement, c'est que en Europe, on en fait vraiment une histoire. Oh là là, tous ces migrants qui arrivent, qu'est-ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va les mettre, etc. Sauf que quand on regarde l'histoire du monde, la population qui se déplace ces derniers temps ne représente qu'un tout petit pourcentage par rapport aux précédentes années ou aux précédents siècles, d'accord ? Effectivement aussi, une migration, c'est-à-dire un déplacement d'un endroit à un autre de famille, peut engendrer la mort. Et malheureusement, en Méditerranée, il y a beaucoup de cadavres au fond de l'eau, il faut le savoir. Il faut les chercher. Eh avant qu'ils soient mangés, oui. On s'arrête là sur les différents documents. Je vais vous demander, pendant les 3-4 jours qui nous restent là, de compléter le dossier que je vais vous transmettre. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous donne 2 planches de BD qui vont venir compléter les différentes paroles et après un questionnaire, d'accord ? Vous collez s'il vous plaît le tout. Oui, vous êtes en week-end, mais vous avez également un brevet dans 1 mois et demi. Oui, malheureusement. Et après, vous aurez 2 mois pour souffler. Hein. C'est bon, tu peux travailler pendant 3 jours parce que après tu vas avoir 2 mois pour...
pour faire autre chose. Donc, s'il vous plaît, en week-end, en fait, non, je n'accepte pas cette phrase-là. Vous êtes sur la dernière ligne droite et c'est pas le moment de plancher. On est en week-end. Arrête, s'il te plaît. Mathéo, retourne à ta place. Retourne à ta place, merci. Retourne à ta place. Je peux mettre ça à la poubelle? Non. En fait, tu t'es levé 3 fois juste pour passer devant la caméra. Donc, salut les copains de 3e B. Mathéo, il s'est déjà déplacé 3 fois. Et moi, je suis passée exprès avec la poubelle pour éviter que tu te déplaces. D'accord? Dommage. Je ne suis pas née de la dernière pluie, Mathéo. Non, pas de la dernière. Je suis pas Mais un de la mari. première. Alors, à qui je n'ai pas donné les documents? Ok. Tu me prends pour un dardon de 5 jours? Voilà, c'est ça. Il y a d'autres expressions qui veulent dire la même chose. Exactement, Tu la Gwendal. prends pour un lapin de 3 semaines. Exactement. Je ne suis pas un lapin de 3 semaines. Ah bon? Et le dossier, le voici. Donc, les questions sur tous les documents que je vous ai passés aujourd'hui. Ah ça va, il n'y a pas beaucoup. C'est un travail de réflexion, d'avis. C'est noté. Si c'était noté, tu le ferais mieux. Non. Alors, c'est noté. Je vais faire bien. C'est noté ça, madame, non? C'est pas lui, il va prendre. Il va prendre. On va pas être là. Oh, il a attrapé. Et voilà. Si c'est noté que tu le fais mieux, oui, c'est noté. Alors, vous prenez votre agenda, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Lundi, 17. Pardon? Donc, vous répondez aux questions sur l'ensemble des documents. 17. Non, ça c'est pour les 4e d'avant, j'ai juste pas effacé, d'accord? Ils ont un contrôle. Merci, passez un bon week-end, à lundi.